Bonjour, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire départemental du Parti communiste en Gironde, membre de l'exécutif national du parti, Sébastien Laborde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce dimanche. Face à vous, également présent sur ce plateau, un habitué, Jean Petot, politologue. Bonjour Jean, merci. Bonjour. Également d'être avec nous en ce dimanche. Voici le sommaire donc de cette émission du 26 novembre. L'actualité de la semaine marquée par la première trêve dans la guerre à Gaza. Sur le plan politique intérieur, Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, plus que jamais appelle à la paix dans la région. On évoquera également la campagne des Restos du Cœur avec toujours plus de précarité en Aquitaine comme ailleurs. Deuxième thème de cette émission, où va le Parti communiste? Quel rôle à gauche désormais sans la NUPES? Et dans les prochains mois surtout, quel objectif électoral? Enfin, quelle action locale sur le terrain, dans un contexte en Gironde comme ailleurs, de plus en plus tendu pour les élus, notamment municipaux comme vous, Sébastien Laborde. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Denis-de-Pile, on le rappelle. Première partie de ce dimanche en politique, donc, l'actualité de la semaine, la position du Parti communiste, et notamment celle de Fabien Roussel, sur la guerre à l'heure actuelle à Gaza, même s'il y a une trêve qui est observée depuis ce vendredi. Elle est claire, pas de paix, mais pas sur des ruines. De la paix plutôt, mais pas sur des ruines. Tout à fait. Nous, ce que nous demandons depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre, c'est que la France appelle à un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens. On peut se féliciter du premier pas qui a eu lieu entre l'année dernière et ce matin. Cessez-le-feu, libération des otages et puis l'ouverture de discussions qui seront de toute façon nécessaires pour aboutir à une solution de paix, c'est-à-dire une solution à deux États, un État palestinien et un État israélien. C'est la ligne classique, Jean Petot, du Parti communiste, là-bas, sur le Moyen-Orient, depuis des années. Oui, parce que le Parti communiste a toujours défendu la cause du peuple palestinien, ça c'est évident. En Gironde, par exemple, il y a, je parle sous le contrôle de Sébastien Laborde, il y a une association qui s'appelle Palestine 33, dont on sait qu'elle est proche du Parti communiste, même si elle ne regroupe, elle rassemble de manière beaucoup plus large, voilà. Mais un certain nombre de dirigeants de Palestine 33 sont par ailleurs des militants, ou ont été des militants du Parti communiste. Et puis, par ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette ligne du Parti communiste national, elle était aussi, j'allais dire, dictée ou justifiée par le fait que l'autorité palestinienne, c'était l'appellation institutionnelle de l'OLP, c'était incarné par Yasser Arafat, et ça correspondait, je crois, assez bien à la tradition du Parti communiste dans les luttes auprès de ce mouvement comme celui-là, laïque, de tendance plutôt socialiste, en tous les cas, voilà. Ce qui n'est pas, évidemment, l'évolution qu'a pris une partie de la lutte des Palestiniens ultérieurement. La paix est possible, vous pensez, là-bas ? Oui, la paix est possible, mais à un certain nombre de conditions. Je le disais, ça ne peut être qu'une solution à deux États. Jean Petot parlait de Yasser Arafat et des forces politiques qui existent aujourd'hui en Palestine, mais aussi en Israël, qui sont des forces de progrès et qui sont des forces de paix. Il y a un certain nombre de prisonniers politiques qui aujourd'hui sont emprisonnés par l'État d'Israël, Barghouti, notamment Marwan Barghouti. Et nous, ce que nous demandons, parce que nous pensons que c'est une des clés de la paix, Marwan Barghouti a toujours prôné d'abord une solution à deux États, et puis c'est un progressiste et un démocrate. Il est en prison depuis plus de 20 ans, je crois. Nous appelons aussi à sa libération. Alors on va évoquer... On va dire un mot quand même de Sébastien Laborde, si vous voulez, avant de parler des élections européennes, du projet de loi sur l'immigration, sur la scène intérieure française. Là encore, Fabien Roussel est monté au créneau, le numéro 1 du Parti communiste. Je rappelle que vous êtes membre de l'exécutif national du parti. Il évoque un manque d'humanité et de sens de l'intérêt commun dans ce projet de loi qui sera examiné par l'Assemblée le 11 décembre. À partir du 11 décembre. Oui, la droite sénatoriale a considérablement aggravé le texte proposé par le ministre de l'Intérieur. La suppression de l'aide médicale d'État est symbolique de ce déni d'humanité qui a eu lieu au Sénat. Supprimer l'aide médicale d'État aux migrants, aux personnes qui sont sans papier, c'est d'abord d'un point de vue sanitaire, et il n'y a pas que nous qui le disons, plus de 3000 médecins ont signé une pétition disant que c'était sur le plan sanitaire et de santé publique, c'était une erreur monumentale. C'est une vraie mesure politique, parce que c'est 0,47% des dépenses de santé en France par an, en fait. Donc c'est vraiment une vraie mesure politique. Oui, donc contrairement à ce que dit le Rassemblement national, ça n'est pas avec ça qu'on va renflouer, en supprimant ça, qu'on va renflouer les caisses de la sécurité sociale. Donc c'est une mesure politique symbolique qui continue à
à identifier les migrants, les étrangers comme des populations dangereuses et qui contribuent, c'est ce que nous pensons, à la montée du racisme et de la haine anti-étrangers dans notre pays. On espère que l'Assemblée nationale va prendre des mesures de progrès, même si de toute façon, cette loi anti-immigration, nous y sommes opposés, même quand celle présentée par Gérald Darmanin. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que nous portons aujourd'hui. On va parler tout à l'heure de la deuxième partie, de l'avenir du Parti communiste. Juste évoquons un petit peu les élections européennes qui sont au printemps. La tête de liste du Parti communiste a été désignée, Léon de Fontaine, candidat jeune, de renouvellement. Ça en dit long aussi sur pas les restructurations, mais sur la volonté du Parti communiste. Ça en dit long. D'abord, ça dit quelque chose sur le renouveau qui existe aujourd'hui au sein du Parti communiste et avec notre capacité à présenter de jeunes candidats comme Léon Desfontaines qui a 27 ou 28 ans, je crois. C'est une candidature et une liste de rassemblement que nous voulons construire aujourd'hui avec des forces politiques, mais aussi des acteurs et des actrices du mouvement social, du monde du travail, du mouvement associatif. Notre parti est le seul qui s'est opposé à tous les traités libéraux depuis le traité de Maastricht. Nous, ce que nous prenons, c'est une réécriture des traités européens pour une Europe des peuples libres, souverains, associés, avec des coopérations choisies en fonction des enjeux politiques du continent. Jean Petot, sur cette question. On va parler précarité. Je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour parler précarité après, mais juste cette question. Non, simplement, ce sont des élections qui sont toujours, historiquement, depuis 1979, compliquées pour le Parti communiste. Comme on dit, c'est une difficulté à imprimer. Est-ce que vous mettez ça sur le fait que les questions européennes ne sont pas suffisamment à l'agenda politique, ou est-ce que, contrairement à d'autres formations politiques, l'électorat n'en profite pas pour s'exprimer pour vous, alors que, d'une certaine façon, ça serait une façon aussi de vous donner acte de ce que vous dites. Comment vous expliquez ces difficultés sur ce type d'élection ? Il me semble que notre difficulté consiste principalement dans le fait que nous voulons à la fois une autre Europe, mais nous voulons quand même d'une Europe. Ah, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de forces politiques qui disent on veut une autre Europe, mais pas celle-là. Il y a des forces politiques qui disent on ne veut pas d'Europe. Il y a des forces politiques on veut de l'Union européenne, et c'est dans celle-là que nous voulons développer les politiques. Nous disons autre chose. Nous avons une parole originale et différente, alors qui est plus ou moins entendue en fonction des scrutins, même si effectivement le scrutin européen est difficile pour nous, d'abord parce qu'en général l'abstention ne nous favorise pas, et quand on a un discours critique sur une institution, c'est aussi difficile de mobiliser celles et ceux qui aussi contestent cette institution en tant que telle. On va reparler de la deuxième partie, du Parti communiste plus longuement et de sa stratégie électorale. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'actualité de la semaine aussi marquée par l'ouverture de la 39e déjà campagne des Restos du Cœur, marquée par une hausse encore et toujours de la précarité. Vous voyez ce reportage de Jean Poustis et Jean-Michel Edwin réalisé en début de semaine. Ce matin, les bénévoles des Restos du Cœur préparent les premiers colis pour la campagne d'hiver. Dedans, les produits laitiers sont moins importants que l'an dernier. Ici à Mérignac, 750 familles sont inscrites. D'autres n'ont pas obtenu leur carte pour les restos. La faute au nouveau barème de revenus plus restrictif. On a déjà refusé une cinquantaine de familles qui venaient pour s'inscrire pour l'hiver et qui ne passent plus. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont, alors, pas forcément moins de besoins, mais ils s'en sortent un peu plus que les autres, quoi. Moins de denrées alimentaires pour les bénéficiaires, la faute aux difficultés financières de l'association, mais aussi à la réduction des dons des grandes enseignes. Vous avez pu remarquer que les dates courtes, elles sont vendues à moins de 30%, moins de 40%. Donc tous ces produits qui sont vendus à date courte dans les supermarchés ne viennent plus au Restos du Cœur ou dans les autres associations. Donc il y a moins de produits distribués. Les produits sont conditionnés ici à Bruges avant d'être répartis dans les 41 centres du département. On a fait une collecte nous-mêmes alimentaire en septembre pour faire en sorte que les centres aient un peu plus de nourriture au moment de la campagne hiver. On aura des ruptures, on a eu des ruptures l'année dernière, on en aura très certainement cette année parce que les produits sont chers et comme on a beaucoup plus de personnes accueillies, on n'arrive pas à faire la campagne en principe. Donc on est souvent obligé de racheter nationalement de la nourriture. Cet hiver en Gironde, plus de 20 000 personnes vont être aidées par les Restos du Cœur. C'est 1 millier de plus que l'an dernier. Sébastien Laborde, une hausse de la précarité et un manque de moyens, c'est une équation qui devient presque impossible à résoudre.
Tout à fait. Là, cette hausse de la précarité, elle se mesure depuis de nombreux mois, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours populaire ou la Banque alimentaire, disent tous la même chose. Il y a de nouveaux publics qui viennent chercher l'aide alimentaire, des gens qui travaillent, des familles monoparentales, beaucoup de femmes avec des enfants qui viennent chercher cette aide. Ça, c'est la crise sociale, l'inflation qui fait que les gens, pour beaucoup de monde, les fins du mois commencent de plus en plus tôt. Et à côté de cela, un certain nombre de lois et de mesures font que les associations d'aide alimentaire ont moins de moyens de la part de l'Union européenne, moins de moyens de la part des services de l'État, même si l'État a fait le choix de redonner un certain nombre de millions d'euros qui va donner une bouffée d'air frais. Et puis la loi Egalim, par exemple, contre le gaspillage alimentaire, qui fait que là où les associations d'aide alimentaire avant allaient auprès des supermarchés rechercher des denrées qui n'étaient pas vendues, etc., ces denrées se raréfient de plus en plus puisqu'il existe des dispositifs marchands, commerçants, qui permettent la distribution de cette aide alimentaire. Donc une situation extrêmement difficile aujourd'hui, oui. La deuxième partie de ce dimanche politique avec vous, Sébastien Laborde, secrétaire départemental du Parti communiste en Gironde, membre de l'exécutif national du parti. Justement, où va le Parti communiste? Alors on va interroger Jean Petot aussi là-dessus, avec son expérience de l'histoire politique du pays. La première question est pour vous. Le projet du Parti communiste en cette fin d'année 2023, quel est-il? Sortir de la NUPES, c'est fait? En tout cas, Fabien Roussel. C'est pas un projet, ça. C'est pas un projet, mais c'est une réalité. Donc vous allez être seul pour faire entendre vos idées. Oui, alors, notre projet d'abord, c'est de maintenir les questions sociales au cœur du débat politique. Et en ce moment, c'est effectivement très difficile avec la guerre et avec notamment la loi immigration dont on parlait tout à l'heure. Mais nous voulons continuer à avancer des propositions contre la vie chère, pour l'augmentation des salaires et des pensions, parce que c'est la première préoccupation de nos concitoyens. À propos de la NUPES, on n'est pas seul. Ce que nous avons dit, le Conseil national du Parti communiste et Fabien Roussel, c'est qu'il fallait aujourd'hui dépasser cette alliance, qui était une alliance électorale il y a 2 ans. Et nous avons fait état d'un certain nombre de difficultés et de désaccords profonds avec les dirigeants de la France insoumise qui choisissent... Avec les positions de Jean-Luc Mélenchon, clairement. Avec les positions de Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de questions, mais surtout sur cette stratégie de cliver le débat à gauche, de diviser les hommes et les femmes de gauche, et donc par conséquent le monde du travail, qui conduisent, il nous semble, à l'échec, alors que la gauche aujourd'hui a besoin de s'adresser beaucoup plus largement, encore plus largement que ceux à qui elle s'est adressée lors de la présidentielle et des dernières législatives. Aujourd'hui, si les élections avaient lieu demain, on perdrait. Nous pensons qu'on a besoin de s'adresser à des gens qui aujourd'hui ne nous écoutent plus ou ne nous entendent plus. C'est le choix que nous faisons, et donc de s'adresser à l'ensemble de celles et ceux qui veulent vivre dignement de leur travail. Jean Petot. Lénine avait une expression qui était tout à fait imagée, qui parlait de la polka piquée, pour montrer quelque part 2 pas en avant, 1 pas en arrière, un peu dans la stratégie. Vous avez déjà rompu, si je puis dire, au Parti communiste au plan national avec Mélenchon, à l'époque où Mélenchon avait le parti de gauche, qui est en fait l'antérieur de la France insoumise. Il y a eu le Front de gauche, qui était une forme, on va dire, de coalition, pas de coalition, mais d'alliance, un peu électorale aussi d'ailleurs, peut-être plus politique à l'époque qu'électorale, mais avec Mélenchon et sa formation politique, son mouvement, comme il disait déjà. Et puis, il y a eu rupture. Et puis, à nouveau, vous vous êtes retrouvés pour la NUPES avec d'autres, avec le PS, avec les Verts. Cette fois-ci, à nouveau, rupture. Vous croyez que les électeurs s'y retrouvent dans cette stratégie un peu qui ressemble à la polka piquée, voilà, un peu? Alors, moi, je ne sais pas s'ils s'y retrouvent. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sommes présentés à l'élection présidentielle avec un candidat. Jean-Luc Mélenchon s'est présenté également, parce qu'il nous semblait important de s'adresser à l'ensemble de la gauche. Et la diversité à gauche n'est pas un handicap. Nous en sommes convaincus. Au regard du résultat de la présidentielle, il fallait une alliance électorale pour éviter ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire une gauche réduite... électorale, aux législatives qui ont suivi. Aux législatives qui ont suivi en juin, parce qu'en 2017 ça n'avait pas eu lieu, et en 2017 la gauche s'est retrouvée réduite comme peau de chagrin à l'Assemblée nationale. Cette alliance a permis d'avoir 150 députés de gauche, socialistes, écologistes, insoumis et des députés communistes. Mais une alliance électorale ne peut à elle seule rassembler les femmes et les hommes qui aujourd'hui qui vont voter demain, que ce soit aux européennes ou ensuite aux municipales et aux
aux législatives ou à la présidentielle. Il y a besoin de mettre en débat des propositions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de points d'accord avec l'ensemble des forces de gauche, mais nous avons aussi des points de débat, de discussion qu'il faut faire trancher par les électrices et les électeurs. Est-ce que le score de Fabien Roussel, justement, à cette présidentielle, l'an dernier, en 2022, c'est la première fois qu'un candidat communiste présenté depuis 2007 Oui. Il y a un peu plus de 2%, quasiment 2,3%. Est-ce que c'est un motif d'espoir en disant? Alors, je ne vais pas vous dire que de faire 2%... Par rapport au Parti Socialiste, c'est au-dessus déjà. Mais, oui, mais espoir au sens... Ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau... Vous étiez en 8e position, mais espoir quand même quelque part, parce qu'il y a quand même des gens, candidatures communistes, qui ont voté pour Fabien Roussel. La candidature de Fabien Roussel a permis de remettre le Parti communiste dans le débat public, d'une part. Et il me semble que nous sommes passés d'un positionnement un peu de commentateur de la vie publique où on soutenait un autre candidat, où on s'inscrivait dans des alliances, à une nouvelle période, en tout cas une nouvelle stratégie, où nous sommes acteurs de la vie politique au même titre que les autres, et où nous avançons nos propositions, nous développons nos propres campagnes. Et avec la volonté de combattre le Rassemblement national sur le terrain ? Ah bien sûr, parce que c'est le danger principal aujourd'hui. Le Rassemblement national surfe sur la crise sociale qui existe aujourd'hui, continue de désigner les étrangers comme les responsables de la crise. On l'a vu notamment dans le débat sur l'immigration. Donc ça reste un parti profondément xénophobe et c'est un parti aussi profondément néolibéral. Donc c'est un danger important et pour ce qui nous concerne, nous ne le banalisons pas. Nous ne considérons pas que le Front National n'est pas d'extrême droite. Nous pensons que c'est une force d'extrême droite. Ça n'est pas la seule. Mais il y a une extrême droite en France et d'ailleurs en Europe très puissante. On l'a vu avec les élections aux Pays-Bas récemment. On a vu les élections aux Pays-Bas, les résultats des élections hier ou avant-hier. C'est un danger et c'est une préoccupation et une question que nous allons prendre très sérieusement dans les mois, les années qui viennent. Jean Petot, sur ce combat du Parti communiste ? Oui. Aussi contre les RN, en fait. Alors, on voit bien qu'il faut, en quelque sorte, que le Parti communiste, vous le dites bien, existe avec sa propre identité, si je puis dire. Fabien Roussel, par rapport à d'autres, peut-être, représentants ou porte-parole du Parti communiste antérieurement, a une voix qui porte, qui est entendue, y compris en sacrifiant, j'allais dire, au code de la communication contemporain. Voilà. Par rapport à la culture traditionnelle, j'allais dire, du Parti communiste, qui était peut-être plus austère, c'est ressenti comment, par exemple, parmi les 551 personnes militantes qui ont voté pour la désignation de Léon Desfontaines, en Gironde, j'entends. Alors oui, il y a eu 551 votants avec une participation... De 53% à peu près. C'est ça, oui, à peu près, un peu plus d'un sur deux à voter. Oui, ça veut dire que vous avez à peu près 850... on a autour de 1000 cotisants. Oui, c'est ça, voilà. Alors, cette tradition un peu dont je parlais tout à l'heure du PC, elle réagit comment par rapport à le style, plus que la ligne, le style Fabien Roussel ? Ah, il me semble qu'il y a plutôt de la satisfaction. De fierté un peu retrouvée ? Alors, il y a de ça, il y a de la fierté. Il y a aussi une satisfaction à rencontrer des gens sur les marchés ou dans les entreprises quand on distribue, qui sont très satisfaits de ce que dit Fabien Roussel, qui nous disent, beaucoup en tout cas, nous disent que il fait du bien, il donne une image positive de la politique. Il redonne du goût à la viande rouge ? Il redonne, entre autres, mais on n'est pas... Alors, je dis ça parce que ça fait partie justement des éléments qui ont été mis en avant. Ça fait partie des éléments qui fait que nous voulons nous adresser à l'électorat populaire de gauche qui est parfois un peu dérouté par des positionnements qui peuvent y avoir dans d'autres organisations politiques, sur par exemple la place de la voiture, sur le fait de manger moins de viande. Ça, c'est entendable quand on peut se payer de la viande. Quand on ne peut pas s'en payer, c'est un discours qui est à peu près inaudible. Donc nous voulons nous adresser aussi à ceux-là qui aujourd'hui n'écoutent plus vraiment ni la NUPES ni les autres forces de gauche. Et on va l'évoquer dans la troisième et dernière partie de cette émission, justement, quelle action locale ? Alors, rappel, vous avez des fonctions de secrétaire départemental du Parti communiste, membre de l'exécutif national, mais vous êtes aussi conseiller municipal à Saint-Denis-de-Pile. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué, de plus en plus compliqué ? Alors, de faire avancer ses idées, oui, mais également de s'adresser aux électeurs potentiels. En tant qu'élu municipal... Il y a un climat de défiance que l'on sent, forcément. Et départemental, hein. Oui, conseiller départemental. Et vous êtes conseiller départemental également. Président du groupe communiste au département. Exactement, et vice-président à l'agglomération de Libournais aussi. Donc je rencontre beaucoup de monde dans mes différents mandats. Évidemment, la situation
est aujourd'hui difficile. Il existe une défiance vis-à-vis de l'ensemble des politiques. Moi, d'ailleurs, elle s'est exprimée aussi, beaucoup d'inquiétudes se sont exprimées au Congrès des maires cette semaine. On voit bien que les maires sont en première ligne, mais les conseillers municipaux aussi. Nous, comme conseillers départementaux, quand on rencontre des gens, on est souvent... on nous reproche à peu près tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans la société. Or, on est quand même obligé d'abord de dire qu'on peut quand même faire des choses, mais que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Donc c'est pas mon rôle de défendre la politique du gouvernement, par exemple. On va en parler juste après, justement, notamment des élus municipaux, du danger même quelque part, qui est le vôtre aujourd'hui, et des maires. Cette semaine s'est tenu donc le congrès de l'association des maires. Karine Jbali et Dominique Mazin ont recueilli quelques témoignages de maires qui s'estiment quand même en danger. Écoutez. C'est une écharpe tricolore qui avait fait beaucoup parler d'elle. Catherine Vessy, maire de Sénac, l'avait adressée en mai dernier à Emmanuel Macron. Elle y dénonçait le délitement de la relation de l'État avec les maires et la montée de la violence. C'est un bout de tissu, mais en fait c'est bien au-delà d'un bout de tissu. Et bon, j'ai eu le sentiment que ça n'avait pas forcément été compris comme ça en haut lieu. Mais l'écharpe est passée inaperçue. Et le problème demeure. Aujourd'hui s'ouvre le 105e congrès de l'Association des maires de France dans un contexte toujours aussi difficile. Près de 4 maires sur 10 sont victimes d'injures. Moi, je l'ai vécu encore il y a quelques jours, avec ma voiture qui a été dégradée le jour du 11 novembre, donc on est en plein dans le sujet. Mais c'est aussi, on peut estimer aussi qu'on subit des violences lorsqu'on n'est pas entendu, lorsqu'on n'a pas les moyens nécessaires pour mener à bien cette mission de service public. Mais quelle réponse apporter ? De la pédagogie, insiste Sylvie Brisson, la maire d'Ivrac, qui a dû se protéger après l'irruption d'un administré exaspéré dans son bureau. Il faut répéter. Parce qu'on est le premier rempart, comme vous dites, l'élu de proximité. Et même s'ils sont en colère après les décisions de l'État, mais pour eux, ils n'ont pas l'État à portée de main, ni le préfet. Communes attaquées, République menacée, le thème de ce congrès de l'Association des maires de France ne peut être plus explicite. Il souligne toute l'urgence de la situation. Sébastien Laborde, vous partagez l'avis de ces deux personnes, ces deux maires ? Oui, parce que les maires sont en quelque sorte les sentinelles de la République aujourd'hui et souvent le seul élu que les gens peuvent rencontrer quand il y a un problème ou une difficulté. Donc c'est sur eux que se déverse aussi parfois la colère ou de l'agressivité. Donc il y a évidemment besoin de les protéger, mais il y a besoin aussi c'est une question politique profonde. C'est aussi une forme de défiance à l'égard du politique et le fait que les gens ne croient plus vraiment véritablement à l'acte politique. Ça n'existait pas encore forcément il y a quelques années de s'en prendre même physiquement à des élus municipaux. En fait. Non. Mais alors après, c'est dans un contexte où une agressivité, une violence, tout ça est croissant dans la société. Les élus en subissent les conséquences. Des agents, des fonctionnaires le subissent aussi. Tout ce qui incarne l'autorité, mais aussi l'État et la République, subit aussi ces violences et ces agressions. Il ne suffit pas de prendre des mesures répressives où il y a besoin de refaire de la pédagogie et de redonner un peu du sens à la politique, y compris à l'échelon le plus bas, en donnant les moyens aux maires aussi d'agir, ce qui est aujourd'hui une difficulté aussi. Jean Petot, est-ce qu'il y a un risque pour j'ai envie de vous interroger là-dessus, est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie, notamment locale, qui est quand même l'essence même de la démocratie, par exemple pour les municipales 2026, de voir des candidats ou des maires sortants qui disent on n'y va plus parce qu'on en a peur quelque part. Alors, Nicolas, à chaque renouvellement municipal, il y a, on va dire, une proportion qui peut parfois atteindre 35% de maires sortants qui seraient en situation de se représenter, qui ne le font pas, qui de même. On estime aujourd'hui qu'il y aurait 40 démissions de maires par mois. Ce qui, pour le coup, là... Ce qui est colossal, quand même. À l'échelle du pays. Oui, alors il y avait longtemps 36 800 communes en France. On est passé à 34 900, avec les fusions et communes nouvelles. Mais ça reste quand même, effectivement, un chiffre qui est important. Mais vous avez... Alors donc, pour répondre bien à votre question, Nicolas, si on considère que la commune est la cellule de base de la démocratie, c'est un petit peu... Je ne vais pas faire d'organicisme, comme on dit, terme un peu technique, mais si on fait une comparaison, la cellule, c'est du corps humain, c'est ce qui fait les
reconnaissance du vivant. La commune en France, c'est ça. Il y avait 42 000 paroisses sous l'Ancien Régime. Je parle sous le contrôle du professeur d'histoire que vous êtes. De l'enseignant que vous êtes, Sébastien Laborde. Donc, d'autres pays s'est constitué sur cet écosystème politique-là. Évidemment, si les communes sont non seulement attaquées, y compris d'ailleurs dans leur pouvoir, dans leur capacité d'action. Ça, c'est un point important. Ça a été un enjeu essentiel du débat du congrès des 105e congrès de l'Association des maires de France. Mais si les maires, qui sont en quelque sorte les éléments vivants de la commune, sont remis en cause, on peut dire que c'est pas bon pour la démocratie. Très, très clairement, ça pose vraiment question. Oui. Sébastien Laborde, est-ce que vous avez déjà ressenti la peur ? Et est-ce que potentiellement ça pourrait un jour vous faire renoncer à l'engagement public? Alors moi, j'ai jamais été confronté à une situation où j'ai eu peur, pour moi. Mais il faut aussi bien voir que ce qui est en cause quand on constate la démission de maires et d'élus, c'est aussi les moyens d'agir qui ont considérablement diminué. Les moyens financiers, mais aussi les prérogatives et les compétences qui sont allouées aux communes. Et pour autant, les gens reproche à la fois au maire sa politique municipale sur certains sujets, mais reproche aussi... il y a les élections pour ça quand même, pour d'accord ou pas d'accord avec une action municipale. On reproche aussi au maire ce qui relève des compétences de l'État. Oui, et pour autant, pardon Sébastien Laborde, le maire est la figure politique qui est la plus appréciée des Français. Et oui, mais c'est la plus proche. Alors on disait à portée d'engueulade, malheureusement c'est... Là c'est un plus près qu'à portée d'engueulade aujourd'hui. C'est plus près qu'à portée d'engueulade. En quelques secondes, Sébastien Laborde, ça vous inquiète pour l'avenir ou pas, localement? Ce qui m'inquiète, c'est cette défiance vis-à-vis des politiques et cet appauvrissement du débat politique, de la confrontation d'idées, de points de vue, qui appauvrit considérablement ce débat et qui fait que pour les gens, tous les élus se valent, tous les élus sont tous les mêmes. Et ça, c'est un véritable danger pour la démocratie. Merci beaucoup, Sébastien Laborde, d'avoir été notre invité en ce dimanche. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire départemental du Parti communiste en Gironde et membre de l'exécutif national. Jean Petot, politologue, merci encore d'être venu pour nous éclairer sur cette vie politique régionale et française. Excellent dimanche à vous toutes et à tous. À très vite. Merci.